c'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue. Nous sommes vendredi et c'est le jour où se tient habituellement les conseils des ministres. Il s'est tenu à la Cité de l'Union africaine, ici à Kinshasa, sous la haute direction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, en attendant le compte rendu par le porte-parole du gouvernement, Willy Atunakov, se charge de faire le résumé des points à l'ordre du jour. Au total, 5 points sont inscrits à l'ordre du jour de la 24e réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ce vendredi 6 mars 2020 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Outre la communication du président de la République sur les sujets d'actualité, notamment sa récente visite officielle aux États-Unis d'Amérique et autres sujets d'intérêt supérieur de la nation, les points d'information sur l'état du territoire national et la situation sécuritaire du pays, ainsi que l'adoption d'un relevé des décisions prises lors de la 23e réunion du Conseil des ministres du vendredi 28 février 2020. 2 autres points sont à l'ordre du jour. Il s'agit notamment de l'examen et de l'adoption des 9 dossiers soumis au Conseil par différents ministres et de l'examen et de l'adoption d'un projet de loi autorisant la ratification par la République démocratique du Congo à la Charte africaine de droits de l'homme et de peuple relatif aux droits de personnes handicapées en Afrique. Parmi les 9 dossiers faisant l'objet de l'examen et du débat, l'on peut citer entre autres les rapports des travaux de la commission gouvernementale sur les sanctions du département du Trésor américain contre certaines entreprises privées en République démocratique du Congo, l'organisation de la 111e session du Conseil de ministres ACP et de la 44e session de ministres conjoints ACP-Union européenne, l'assistance aux ressortissants congolais vivant en Chine face à l'épidémie coronavirus, la situation actuelle des opérations financières de l'État et l'épidémie bovine dans les provinces du Kwango et du Kwilu en République démocratique du Congo. Le développement de tous les sujets et des décisions prises par les conseils de ministres sera fait dans le compte rendu par le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, David Jolino Diwampovesa Makelele. Cerner le fonctionnement de la radio-télévision nationale congolaise, le Premier ministre y tient et au directeur général de cette entreprise de l'État d'appuyer cette démarche à l'issue des échanges qu'il a eus avec le chef du gouvernement qui, par la suite, a reçu en audience une délégation du comité des ministres de la SICOS. Il était donc question d'informer le chef du gouvernement de la tenue prochaine au mois de mai à Bangui de leur réunion. Reportage. L'un des plus grands bassins au monde, le bassin Congo-Ubangi-Sanga doit jouer un rôle majeur face au changement climatique. Nourrie de cette conviction, la délégation conduite par le ministre centrafricain du développement de l'énergie et des ressources hydrauliques Herbert Gontran, du comité des ministres de la SICOS, entendez Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga, est venue échanger avec le chef du gouvernement congolais, Ilunga Ilunkamba. Nous sommes là pour porter au niveau du Premier ministre la question du bon fonctionnement de la SICOS. Comme vous le savez, SICOS a pour siège à la République démocratique du Congo, pays frère. Donc la question de l'autonomie du siège, nous avons évoqué avec le Premier ministre. Nous avons aussi évoqué avec le Premier ministre la question de règlement des arriérés de contribution statutaires par les pays membres de la SICOS pour soutenir SICOS dans ses activités. Sensibiliser l'autorité politique sur ce qui bloque dans l'application de la redevance au bénéfice de la RTNC, c'est le sens de la démarche qui conduit ce vendredi 6 mars 2020 le directeur général de la télévision nationale, Ernest Ilunga Kabila, vers l'hôtel du gouvernement. La redevance, c'est une source de revenus pour la RTNC. Et comme son excellence est là, connaissant aussi son poids et avec tout ce qu'il a déjà fait par rapport à la lettre que je lui avais adressée, il a déjà mis sur pied une équipe qui travaille sur la redevance et cette équipe est en train de bousculer les choses sur les lignes
C'est pour cette raison qu'il était question assez qu'on bavarde et qu'on voit de quelle manière on peut faire aboutir ce dossier qui a longtemps commencé à son niveau et qui doit aller jusqu'au niveau de l'RTPC et puis demander aussi à nos partenaires de télécommunications de pouvoir nous aider à récolter cette redevance. Nous avons bavardé aussi sur le jeu de la francophonie. Nous avons aussi abordé des questions relatives à sa visite à la RTNC pour palper de doigts la réalité de cette entreprise, afin que lui, qui est le chef du gouvernement, puisse avoir l'idée de défendre la cause de la RTNC au niveau du gouvernement. Le média public a pour mission d'accompagner l'action gouvernementale par la bouche de son directeur général à présenter la vision générale de cette entreprise. C'est officiel, l'accord de paix entre le gouvernement de la République et le milice du FRPI, signé le 28 février dernier à Guéti dans la province de l'Ituri. Le programme national de stabilisation et de reconstruction vient de remettre officiellement un exemplaire de cet accord au vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières Gilbert Kakonde. Le récit est de Nadine Yango. Le 28 février dernier à Guéti, dans la province de l'Ituri, l'accord de paix entre le gouvernement et les milices du FRPI se veut porteur de bonheur à la population congolaise. Le STAREC qui accompagne le gouvernement pour la paix et dans la partie est du pays vient de remettre officiellement un exemplaire de cet accord au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kakonde Malamba, qui a au nom du gouvernement supervisé la signature de cet accord. Nous sommes venus lui remettre l'exemplaire original de cet accord. Nous avons fini les analyses sur les groupes armés notamment du sud Kivu et du nord Kivu. Nous allons les approcher et nous lançons un appel pour qu'ils posent les armes ici. Cet engagement qui vient de prendre les milices du FRPI pour que désormais règne la paix dans la province de l'Ituri et au reste du pays. La 43e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies se tient à Genève, en Suisse. Le ministre congolais qui représente la République démocratique du Congo à ses assises a dans son discours retracé les efforts du gouvernement de la République quant à la lutte contre les abus en matière des droits de l'homme. Reportage. Invité par la haut-commissaire aux droits de l'homme à prendre part à la 43e session de la réunion du haut niveau à Genève en Suisse où participent les chefs d'État et des gouvernements pour édifier les Nations Unies sur leur politique en matière des droits de l'homme, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donné mandat au ministre en charge de ce secteur, Maître André Litéa Sebea, pour le représenter valablement. À cette occasion, André Litéa Sebea a circonscrit la situation actuelle des droits de l'homme en République démocratique du Congo, pays post-conflit, ce après sa tournée dans la partie est du pays et dans la région du Kasaï. Le ministre André Litéa Sebea a tout de même déploré des cas de violence entre les différentes ethnies dans ce parti du pays, des crimes de masse, des tueries et des enrôlements forcés des enfants dans les groupes armés. Des efforts considérables ont été fournis, mais cela va de soi, la République démocratique du Congo, mon pays ne peut et ne veut en rester là. Aussi, considérant la recommandation formulée par la résolution 3820 du Conseil des droits de l'homme, la République démocratique du Congo doit de mettre en œuvre le mécanisme de justice traditionnelle, sans quoi l'état de droit, cheval de bataille de mon gouvernement, rencontrerait de sérieux écueils, outre que cela répond également aux recommandations de ses partenaires qui se sont déclarés prêts à l'accompagner dans cette démarche. La deuxième zone de défense s'est installée à Nyunzu, dans la province du Tanganyika. Le ministre de la Défense, Emengoy Mukena, a procédé à la cérémonie d'installation de cette infrastructure. C'était au cours d'une cérémonie de démonstration des forces contre les actions de rebelles qui prend corps dans les territoires de Nyunzu, mettant en conflit les Touas et les Bantous. Reportage Zalumeti Dandou. Jamais une telle démonstration de force comme celle vécue ce jeudi 5 mars 2020 à Nyunzu, dans la province de Tanganyika. Le FARDC à leur tête, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le professeur Emengoy Mukena Lussadie s'est lancé un signal fort contre toute tentative d'une crise insurrectionnelle dans ces territoires agro-miniaux de Nyunzu. Le chef de l'appareil de défense s'est fait fort d'installer les commandements deuxième zone de défense à Nyunzu pour mater toute velléité rebelle dans ce territoire voisin des cellules de Kabambare au Maniema.
Et Mengoy Mokena a lancé cet avertissement au cours du briefing militaire à la 101e brigade d'infanterie, à la réunion tour à tour avec les notables et chefs traditionnels, la société civile et la FEC, ainsi qu'à la jeunesse. Et ce peu avant le meeting, avec la population qui exprimait son ras-le-bol des tueries et violences cruelles à Nyunzu et ses environs. Qu'on a déjà négocié et que on avait déjà dit trop, c'est fini la guerre à Nyunzu. Mais si les pygmées reprennent, eh ben, j'ai installé un quartier général avancé ici. Le commandant zone qui a à sa charge tous les grands Katanga et tous les grands Kasaï va demeurer ici, comme le général Mbala a béni. Comme ça, on fait la guerre, si quelqu'un veut faire la guerre. Le temps était déjà donné à Manono où il a eu une réunion de sécurité avec les conseils locaux. Il a plutôt orienté la population aux activités agricoles pour lesquelles il tient à lancer l'industrie militaire avec le service national. Les 2000 militaires qui sont ici, au lieu de rester en entendant la guerre, ils font le développement. Voilà le sens profond de ce service national. Manono peut nourrir tout le monde, en tout domaine. On ne retiendra de Kalémé qu'une réunion de sécurité avec les notables et qu'un briefing militaire à la 22e brigade de réaction rapide. Aux hydrocarbures, nous apprenons la signature de l'acte de validation du contrat de révision des prescriptions de gestion devant régir l'exploitation sécurisée du gaz méthane dans les lacs Kivu. Le ministre d'État Rubens Mikindo a signé cet acte au nom de la République démocratique du Congo en présence de son homologue rwandais pour la protection de la biodiversité et de l'écosystème. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont pris la ferme résolution de parler le même langage dans l'extraction et l'exploitation à la fois commune et sécurisée du gaz méthane dans les lacs Kivu. Pour ce faire, le document des références devant les guider en une garantie d'efficacité comparable à celle d'une boussole a donné lieu à une cérémonie de signature à Kigali, au Rwanda, où la responsabilité de représenter la partie congolaise est revenue au ministre d'État en charge des hydrocarbures, Rubens Mikindo Muhima. 1. La vitesse de l'eau dans la colonne d'extraction. 2. Le flux de gaz quittant la colonne de séparation. 3. Le flux de méthane quittant la colonne de lavage. 4. La capacité de la production d'électricité. 5. La quantité de gaz et sa composition dans les eaux réinjectées. Et 6. Enfin, la profondeur de réinjection des eaux de gaz. En effet, l'efficacité maximale de l'exploitation dépend du rapport entre, primo, de la puissance électrique produite au réseau et celle consommée par la station, 2. de la quantité de méthane dans les eaux extraites et celle de méthane dans les eaux réinjectées. Tout en rappelant l'accent qui doit être mis sur la préservation de l'environnement, la ministre de l'Environnement du Rwanda a souligné la ferme volonté de deux chefs d'État, celle de travailler dans une franche collaboration dans l'exploitation et extraction de ces patrimoines communs en gaz. Les coronavirus continuent à décimer des populations affectées, situation qui a entraîné les conséquences économiques qui se font sentir au-delà de la crise financière. D'après OCDE, le commerce mondial a chuté de 2,4%. Les pays du monde entier appelés à conjuguer les efforts pour freiner la progression et la contamination du coronavirus. Y a-t-il des précautions pour protéger les secteurs économiques et éviter l'hécatombe? Tentative de réponse dans cette réflexion de Guillaume Koukouma-Mejipanji. De paraître le bulletin économique quadrimestriel mis sur le marché par la production congolaise, Congo Challenge. La publication est en soi un déclic tiré de réalités filmées dans la société, aussi bien congolaise que mondiale, et en fait une autopsie profonde, sérieuse, froide, pour que les constats qui se dégagent font dire qu'en 2019, l'économie mondiale a eu un atterrissage très difficile. Et cette année 2020, le décollage est mou. Conséquence, notre pays aussi, la République démocratique du Congo, n'est pas épargné. Il est en proie à une turbulence, victime aussi de la prédation. Le professeur Jean-Baptiste Ntangoma, qui a fait la livraison, a soutenu que 4 chocs avaient entamé notre économie. Déclaration, par exemple, de la maladie à virus Ebola, heureusement neutralisée. Pour l'heure, en ce début de l'année 2020, l'épidémie virus corona s'est invitée
dans l'économie mondiale, particulièrement la deuxième puissance mondiale, la Chine, du fait du virus corona, voit son économie s'essouffler. Les économies du monde en ressentent le coup. Une autre lecture, celle du professeur Matata Ponyo Mapon. Congo Challenge, le thermomètre des questions économiques et financières mondiales, se propose donc de mettre à la portée de la main pour tout utilisateur les indicateurs qui sont les vertus de la stabilisation. Encore voudra-t-il, a dit Matata Ponyo Mapon, que les leaderships prennent le dessus. C'est un choix. Difficile soit-il, mais il est prioritaire. La Direction générale des douanes et assises est assignée par le gouvernement de la République à atteindre plus de 567 milliards 868 millions de francs congolais pour 2020. Les responsables de cette régie ont donné au Premier ministre leurs assurances de maximiser leurs recettes. C'était au terme de la récente descente du chef du gouvernement aux installations de la DGDA suivie. Outre la mobilisation accrue des recettes, la Direction générale des douanes et assises joue le rôle majeur dans l'économie nationale. Ses multiples missions lui confèrent une lourde charge de contribuer à hauteur de 40% du budget national. Et dans sa démarche de battre le rappel des troupes, le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba a, dans cette visite, reçu les assurances des responsables de cette régie financière. C'est pour l'atteinte des assignations budgétaires exercice 2020. La loi de finances pour l'exercice 2020 assigne à la DGDA des prévisions des recettes de 4 565 milliards 868 millions 327 074 francs congolais, soit un accroissement de 72,60 par rapport aux prévisions de 2019. Par rapport à la clôture de l'exercice 2019, chiffré à 2009 milliards 644 millions 519 724 francs congolais, les prévisions de 2020 accusent un taux d'accroissement de 127,2%, soit plus que le double. Il va sans dire qu'au regard de leur niveau élevé, la réalisation de ces assignations sera directement proportionnelle au niveau général de l'activité économique. Dans quelques heures, la femme sera à l'honneur à travers la célébration de la journée mondiale qui lui est dédiée. La première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru, a fait ses armes pour commémorer cette journée aux côtés des femmes des deux Kasaï. L'épouse du chef de l'État entend associer et rassembler toutes les femmes congolaises dans la lutte contre les violences sexuelles et la promotion de l'autonomisation de la femme. Naïcha Kiala pour le reportage. Comme la plupart des grandes villes du pays, Mbuji-Mayi s'apprête elle aussi à célébrer la 25e édition de la Journée internationale des droits de femmes. Une célébration qui aura certainement une connotation particulière avec la présence annoncée sur le sol kassaïen de la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi. Comme vous pouvez bien le constater en image, la ville se métamorphose jour après jour pour accueillir cet événement. Les autorités provinciales, les associations des femmes, partis politiques et plusieurs autres structures multiplient les rencontres pour assurer une réussite totale à cette journée, combien importante pour la femme de ce coin du pays. Et toutes ces femmes sont très contentes de voir la première dame arriver dans notre province. Et vous voyez cette province vraiment enclavée, qui ne bénéficie pas de certaines situations de développement, entre guillemets, voit la première dame se donner ce cœur, se donner son temps, se donner son savoir, vouloir faire quelque chose. Et c'est la première dame qui a pensé former la base de chez nous. Et dans les thématiques tellement prioritaires pour notre province. Et ce sont des thématiques phares de notre province. Et ça, c'est ça, cette émotion que je transmets au nom de toutes ces femmes-là. Voilà que la première dame vient nous honorer. Elle connaît le pourquoi elle vient pour ce 8 mars-là. Donc on a besoin de chercher cette femme qui se cache toujours, cette femme qui ne connaît pas de ce droit.
Donc on a besoin de ça, de tirer cette femme qui est en urbaine, une femme qui est toujours à la maison, on essaie de la tirer par la présence au milieu de nous, de maman. Au-delà de 8 mars, elle a organisé, il y a des stands de rééducation qu'on doit ouvrir qui sera aussi continuel. Il ne faut pas que ça s'arrête pour le 8 mars seulement. Pointé comme foyer des mariages précoces, l'espace kassaïen fait partie de la cible visée de l'épouse du chef de l'État dans sa vision pour l'éducation et la protection de la jeune fille. La présidente de la fondation, Denise Nyakeru-Tshisekedi, a justement prévu une série de rencontres de sensibilisation sur cette forme de mariage et l'éducation comme moteur de développement. Les banderoles flottent déjà et ces stands dressés annoncent justement les couleurs de cette journée du 8 mars. La caravane Génération Égalité, dont le coup d'envoi sera donné ici, à Mbujimaï, par la première dame, s'étendra dans plusieurs autres villes du pays et très prochainement à Kananga. Depuis Mbujimaï, dans la province du Kasaï oriental, Charmant Lelo, Neisha Kiala pour la RTNC. Net à l'école est une association des femmes qui s'occupe de la formation et le renforcement des capacités des enseignants dans les domaines des nouvelles technologies. Cette organisation milite pour que l'outil informatique, en l'occurrence l'ordinateur, soit utilisé même dans les écoles les plus démunies. L'initiatrice de cette organisation, c'est Madame Chantal Bouhendoa. Elle a échangé avec Doris Monzou. Suivez. Le net à l'école vise à l'amélioration de la qualité de l'enseignement par l'intégration pédagogique des nouvelles technologies. Et pour ce faire, nous assurons la formation de l'enseignant à la pratique de ces outils, mais aussi nous lui facilitons l'acquisition de matériel informatique. Depuis 2016, nous avons eu de multiples réunions avec des enseignants pour commencer, pour comprendre, pour mieux saisir la problématique. Ensuite, nous avons fait un projet pilote qui constituait de 20 écoles. Donc, c'était des écoles publiques, des écoles catholiques, conventionnées, mais aussi des écoles privées. Mais alors, cette fois-ci, nous voulons aller sur l'étendue de la République. C'est-à-dire que nous n'allons pas nous focaliser à Kinshasa. Nous voulons que tous les enseignants de la République démocratique du Congo aient la possibilité d'être formés dans les nouvelles technologies, en commençant par l'ordinateur. Nous n'avons pas fait de choix entre l'homme ou la femme, parce qu'il s'agit de l'éducation. Et l'éducation, c'est pour tous. Donc, tous ceux qui constituent... tous ceux qui sont enseignants, c'est-à-dire hommes ou femmes, auront la possibilité d'être formés et de bénéficier des nouvelles technologies. Et c'est ainsi que nous pensons passer de l'enseignant à l'élève. Et bien entendu, nous avons pensé à des moyens pour faciliter l'acquisition de ces nouvelles de matériel informatique et en diminuant le coût de ces machines, et nous pensons que cela est possible. Nous attendons travailler avec les autorités dans ce sens-là, parce que cela se fait déjà dans d'autres pays. Quand on parle de nos pays voisins, eux, il n'y a pas de taxes pour tout ce qui concerne les nouvelles technologies. C'est-à-dire que si déjà on enlève les taxes, alors ces machines, ces ordinateurs seront probablement à la portée de tous. Nous sommes partenaires avec le ministère de l'Éducation. Ils sont au courant de ce projet, mais ce que je dirais, c'est si nous sommes là, c'est grâce au conseiller du président de la République chargé de mission principale, M. Ilunga Jack, qui, avec lui, on a pu élaborer un programme. Et nous pensons, étant partenaire avec le ministère de l'Éducation, sans doute, nous avons encore à travailler ensemble et évidemment, avec l'appui de toute autorité, nous avons besoin d'être soutenus. Tout à fait autre chose à présent, le sénateur Kabouemoué Louis Isidore a passé ses vacances parlementaires à Kalemi. Sur place, il a effectué une visite dans les chantiers du bâtiment du gouvernement et il s'est informé sur l'évolution d'autres projets en cours de réalisation. Suivez. À l'Assemblée provinciale du Tanganyika,
Le président du regroupement politique AAB, le sénateur Kabo Mwewu, qui est en vacances parlementaires, s'est entretenu avec l'honorable Alvar Lubuli Kaluta, vice-président de cet organe délibérant provincial. Il a ensuite visité la salle des plénières construite par le gouverneur de province Zoé Kabila, quelques mois seulement après son élection à la tête de la province du Tanganyika. C'est l'Assemblée provinciale qui m'a donné mandat et le pouvoir de parler au nom de la province du Tanganyika à Kinshasa, au Sénat. Au gouvernorat de province, accompagné de Jean-Pierre Kitwanga, directeur des cabinets du gouverneur de province, le sénateur Kabo Mwewu Isdor a visité tous les compartiments du gouvernorat qui connaissent à ce jour un coup de pinceau, était émerveillé de la qualité de l'ouvrage. L'honorable Kabo Mwewu Isdor a en outre échangé avec les représentants des partis politiques membres du FCC, Front commun pour le Congo, ainsi que différentes associations locales. Durant son séjour à Kalemi et en tant que président du conseil d'administration du FPI, Fonds de promotion de l'industrie, l'honorable Kabo Mwewu Longo Isdor, accompagné de la députée provinciale Esther, a visité près d'une dizaine de bornes fontaines construites dans plusieurs quartiers de la ville de Kalemi, sur financement du FPI. C'est là, avant leur inauguration par le gouverneur de province. Ces travaux sont réalisés par l'ONG Adrika. Il a également visité le port public de Kalemi où est construit le bateau Amani. Ces plus grands navires dont les travaux sont exécutés par une expertise congolaise. L'honorable Kabo Mwewu félicite par ailleurs le gouverneur de province Zoé Kabila pour non seulement la matérialisation de sa vision pour le développement du Tanganyika, mais aussi pour avoir restauré la sécurité à Kalemi où la population vit désormais en toute quiétude. Bientôt, un grand ouvrage, Guide d'architecture en Afrique subsaharienne, ouvrage écrit en 7 volumes par 350 auteurs, parmi eux le Congolais, l'architecte Claudien Moulimiloa, qui révèle en peu de mots ici les contenus de ses écrits. Suivez. La recherche réflexive dans le domaine d'architecture a produit un guide d'architecture en Afrique subsaharienne et centrale. Ces documents rédigés par 350 auteurs servira de repère aux lecteurs et à la génération future. Notre métier, donc l'architecture en soi, constitue un patrimoine et souvent on a tendance nous-mêmes à ne pas s'adonner à cette habitude-là, donc d'écrire. Aujourd'hui, heureusement, cette tendance-là commence un peu à s'inverser. De notre temps, dans l'architecture telle que nous la produisons, dans un contexte où la commande publique, déjà à l'époque, nous avons donc dénoncé au niveau de la commande publique, elle était au niveau de marché des prestations intellectuelles, était presque insignifiant parce que le contexte de notre travail, c'est que les bailleurs étrangers venaient avec leurs fonds pour construire. Et les architectes, leur travail était essentiellement lié soit à l'autoconstruction, soit à la débrouillardise, ou alors des projets de résidences de villas. Et les contributeurs ont été particulièrement donc marqués par cette approche, par ces plaidoyers que j'ai fait, donc un cri d'alarme pour que nous puissions nous approprier de notre histoire. Nous avons travaillé avec Stéphane Kropp, avec Claudia Cruz, Jean Holtar, Rolf Wolst et Nicolas Patience, et particulièrement Johan Laga, Bernard Toulier. Parmi les auteurs sélectionnés pour la rédaction de ces grands ouvrages de 7 volumes figure l'architecte congolais Claudien Moulimiloa, chercheur à l'Université libre de Bruxelles. Et enfin, Equity Bank veut renforcer sa politique dans l'étude des marchés et la consultation pour son implantation, ce qui justifie la signature ce vendredi de 3 contrats avec 3 banques étrangères. Le détail avec Oscar Mbal. Le premier contrat signé ce jour par Equity Bank SA, cette banque commerciale tournée vers le développement de la population, porte sur la consultance et les conseils en développement stratégique des services financiers digitaux. Avec l'entreprise Nseba Inclusion, il est question de bénéficier des études et analyses des marchés, du contrôle et audit de qualité des agents des services financiers digitaux. L'intervention d'Nseba va consister à mener une étude des marchés dans les provinces du Haut-Lomami, Lomami, Sankuru et Tanganyika. C'est le début du processus de formation, donc on veut vraiment couvrir un grand nombre, pourquoi pas des millions de jeunes et de femmes sur l'entrepreneuriat. Ce sont des programmes que nous voulons lancer. Le premier module de formation, nous ciblons 640 personnes, donc jeunes et femmes dans ça, et ça va continuer.
Avec Amarante Consulting, cette société spécialisée dans la finance numérique et les conseils en inclusion financière, basée à Dubaï aux Émirats Arabes Unis, il sera question de permettre aux populations locales d'avoir accès à l'information, au marché et aux services financiers. Amarante Consulting va donc mener une étude des marchés dans les provinces du Nord-Ubangi, Bazouélé et celle du Maniema. Le troisième contrat à être signé ces jours a mis autour d'une même table le directeur général de Equity Bank, Célestin Moukeba, avec les représentants de Inadof Seformad, une association momentanée spécialisée dans la formation des cadres et agents des ASBEL, ONG, petites et moyennes entreprises, des institutions financières et des services publics. Fin de cette édition d'information. Merci d'avoir été des nôtres. Restez avec nous car l'actualité reste en continu sur nos antennes.